Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Nous allons comme d'habitude décoller dans cet engin superfast supersonique rapidos. Alors nous nous apprêtons comme d'habitude en tout cas à décoller dans une ambiance des plus exaltantes comme j'ai l'habitude de le dire. Et bien sûr attachez vos ceintures de sécurité car notre destination comme d'habitude est placée sous le signe de l'évasion et de la découverte d'un écrivain ce soir, d'un écrivain pas comme les autres. Let's go. Salutations aux amis qui sont en train de nous capter ce soir à N'Djamena au Tchad, nos amis de N'Djamena qui sont nombreux à nous capter là-bas. Merci aux amis qui sont à Niamey, à Djibouti, à Lomé, à Cotonou. Merci beaucoup à eux qui nous captent bien sûr grâce à nos stations partenaires, mais aussi à nos stations FM partout en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup à vous, c'est votre commandant de bord Roger Montou, la voix de l'Amérique, notre sujet qu'on a commencé depuis hier. Merci à ceux-là qui continuent d'ailleurs à en parler dans les réseaux sociaux, à discuter sur ma page Facebook. Roger Montou, la voix de l'Amérique. Quelles mesures concrètes peuvent être mises en place pour prévenir et réduire les embouteillages dans la circulation routière? Vous êtes nombreux à nous écrire et bien sûr à participer à cette émission, à ce sujet, pour nous dire ce que vous pensez bien sûr de cette situation-là que nous avons tous dans nos pays, même ici aux États-Unis aussi, il y a des embouteillages, ne vous en faites pas. Mais écoutez, en tout cas, mon numéro WhatsApp, si vous voulez envoyer un audio, c'est au plus 1 703 350 37 31. Encore une fois, c'est au plus 1 703 350 37 31. Merci aux amis qui peuvent aussi nous appeler en direct au live au plus 1 202 619 10 35. Oui, dans cette émission, bien sûr, notre programme habituel, nos segments habituels. En première partie, bien sûr, toujours avec l'actualité, l'anglais. En deuxième partie, avec notre blague du jour. Georges est en vacances, il nous revient prochainement pour son sport. Mais en tout cas, nous aurons un invité, je le disais aussi en titre, Monsieur Zoro Bilal Ingeta. Il est écrivain, il vient nous parler de son bouquin Bantoocratie. Ouais, une philosophie qui va nous expliquer dans cette émission ce soir. Zoro Bilal fait partie des combattants en Europe et on en a parlé aussi brièvement, pourquoi pas, ce sont des combattants qui interdisent la prestation des musiciens congolais en Europe et partout dans le monde, dans d'autres pays aussi. Il est à la barre ce soir pour répondre à ces questions, si on a le temps de finir avec cette interview. Mais d'abord, on décolle aussi avec de la bonne musique rap ce soir, pourquoi pas, cette belle musique et ceux-là qui continuent. Moi je suis quand même rappeur un peu, Jean-Louis va me dire non, mais il sera avec nous, Jean-Louis sera avec nous aussi dans un instant. Avec Rumors de Lizzo, en featuring avec the one and only Cardi B. They don't know I do it for the code. All the rumors are true, yeah. Fake boos, yeah. Made $1 million at suits, yeah. Y'all be running with fake news, yeah. Cardi and poppin', no, that's the machine. Nobody listen, they buying. Hier, c'est Cardi B. Vous écoutez bien sûr Ram Show, une émission de Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Cardi B, cette chanson qui cartonne. Jean-Louis Mafema qui vient de se joindre à nous. Jean-Louis, bonsoir. J'espère que tu vas trop bien, Jean-Louis. Merci beaucoup à toi d'être là avec nous ce soir. Bonsoir, Roger. J'introduisais à notre invité de ce soir. On va suivre son interview que j'ai eu à faire, Zoro Bilal, qui a écrit un bouquin, Bantoocratie, il appelle ça. Et il nous explique, et j'ai bien expliqué aussi à nos auditeurs, que Zoro Bilal fait partie des combattants qui interdisent la prestation des artistes congolais en Europe. On lui a aussi posé quelques questions. J'ai parlé de notre invité de ce soir. Suivons notre entretien avec Zoro Bilal, l'écrivain, qui nous parle de son bouquin Bantoocratie. Voilà, comme promis, comme d'habitude, nous avons nos invités qui participent dans nos émissions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Monsieur Zoro Bilal. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai cherché à le voir dans nos émissions ici sur Voice of America. On l'a trouvé aujourd'hui à Washington. Zoro Bilal, bonjour. Bonjour, Monsieur Roger Montou. En tout cas, bonjour aux téléspectateurs de Voice of America. Et je tenais personnellement à vous remercier
pour cet accueil, de nous accepter de passer sur cette chaîne et sur votre émission. En passant, que les ancêtres vous bénissent abondamment. Alors, merci beaucoup. J'aime comment quand tu parles des ancêtres, et d'ailleurs on va vraiment tomber là-dessus dans un instant. D'abord, je commence, Zoro Bilal, par vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire à Washington? Au fait, nous sommes dans la prospection à propos du travail que nous faisons de la conscientisation des peuples. Quand je dis des peuples, c'est-à-dire au-delà de la République démocratisée du Congo, nous allons dans toute la diaspora, entre guillemets, je dirais, négro-africaine. Donc, lorsque je viens ici, nous sommes dans cette prospection-là, à créer ces liens avec ceux qui sont peut-être nos descendants d'une autre vie et qui ont débarqué ici vers le 17e, 18e siècle dans le bateau. Donc, leurs descendants, on essaie de recréer ces liens-là avec les racines et surtout ouvrir nos populations autochtones qui sont au pays à leurs familles de l'outre-Atlantique, ceux qui sont dans l'hémisphère ouest et l'hémisphère nord. Et donc, notre démarche, c'est aussi dans le cadre de la traduction du livre Bantoocratie 2021, parce que nous sommes en train de faire la traduction et en anglais et en portugais. Donc j'ai des séances de travail avec mes collaborateurs ici qui voulaient que je sois là pour qu'on affine un peu les textes qui seront publiés dans les réseaux anglophones. C'est un peu ça. Moi, j'ai toujours eu un petit, pas un problème, mais ça me complique un peu quand je vous entends souvent dire la République a démocratisé ou voilà, quelque chose comme ça, dans ce sens. Pourtant, le pays s'appelle République démocratique du Congo. Pourquoi vous, dans votre concept, vous changez, ou votre philosophie, vous changez le nom de ce pays? Il faut être clair, ce n'est pas une République démocratique. Et lorsque nous voyons la vie des Congolais sur le plan social, sur le plan politique et même spirituel, la démocratie n'existait pas au Congo. Maintenant, moi, je travaille dans la sémantique. Nous travaillons dans la linguistique. Les mots ont un sens. Lorsque nous appelons ces pays état de droit, ça veut dire que les gens vivent leurs droits et surtout appliquent leurs devoirs. Vous appelez le Congo République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le Congo a de démocratique? Depuis l'existence de cette surface-là était indépendante du Congo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un semblant de démocratie pour la simple raison que les pouvoirs, ceux qui dirigent, ce n'est pas les peuples qui donnent le pouvoir, mais le pouvoir vient d'ailleurs. C'est triste de le dire et c'est dérangeant même de rabaisser les 100 millions d'habitants congolais en se disant qu'ils sont tellement infantilisés que d'autres personnes décident pour eux. Et ça, c'est gênant, mais la réalité est que le pouvoir ne vient pas du peuple, n'émane pas du peuple au Congo. Et lorsque vous regardez ceux qui sont au pouvoir au Congo, la manière dont ils dirigent la machine étatique, la manière dont ils utilisent l'appareil judiciaire, vous vous rendez compte que le peuple ne profite pas de ces pays-là, le peuple ne connaît pas ses droits et surtout les devoirs qu'il a vis-à-vis de la nation. Et comment vous voulez appeler ces pays-là République démocratique, alors que lorsque vous allez aux élections, pour que votre élection soit créditée, il faut que l'Organisation des Nations Unies de l'Occident puisse dire que c'est telle personne qui a gagné. Pour que votre élection soit accréditée, il faut que l'Organisation de l'Union africaine de l'Occident puisse dire la même chose. Le centre Carter de l'Occident qui va décider c'est telle personne qui a gagné. Je n'ai jamais entendu, lorsqu'il y a les élections ici aux États-Unis, par exemple, que l'OIA ou l'ONU puisse dire que c'est Donald Trump qui a gagné et nous reconnaissons. Et pourquoi nous avons besoin de cette reconnaissance-là extérieure? Pour la simple raison que le pouvoir n'émane pas du peuple, mais émane de ce système-là de l'extérieur, qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale, mais que nous, dans les combats, nous avons identifié par l'Empire, ceux qui sont dans l'impérialisme. Et lorsque vous regardez le Congo, il n'existe pas de droits, et l'appareil judiciaire ne fonctionne pas correctement, les pouvoirs législatifs, là où ils pondent des lois pour le bien-être collectif. Je vais vous donner un exemple. Depuis que l'Assemblée nationale du Congo existe, quelles sont les lois que cette Assemblée-là a pondues qui soient vraiment des lois qui protègent la population congolaise et des lois qui sont exécutées après par les pouvoirs exécutifs? Et dans ces pays-là, on ne parle pas de justice, on ne parle pas des parlementaires qui usent réellement de leur pouvoir, on ne parle pas d'un conseil, disons, d'un gouvernement qui agit selon les prérequis de l'Assemblée nationale. Et vous vous appelez ces pays-là démocratiques? Il n'y a rien de démocratie. Tout ce qui se passe au Congo, c'est tout sauf la démocratie. Voilà pourquoi nous, dans notre combat, nous voulons rester juste dans notre conceptualisation de la chose. Donc, nous identifions la bête par son nom. Nous voulons démocratiser. C'est aussi notre volonté, c'est de démocratiser ces pays-là. Mais aujourd'hui, le Congo n'est pas une république démocratique. C'est plutôt une république autocratique, oui, on dirait. Et alors, dans votre démarche, comme vous êtes en train de dire, la solution à ce problème?
Mais la solution, c'est la conscientisation. C'est ce que les mouvements des résistants combattants font depuis un moment. C'est-à-dire, il faut que les peuples congolais puissent réellement exister. Au moment où nous sommes en train de parler, les peuples congolais n'existent pas. C'est une masse populaire qui occupe une surface appelée RDC. Parce que quand on parle d'un peuple, on parle d'une population consciente de ses droits et surtout une population qui sait appliquer ses devoirs. Le cas de la France, par exemple, lorsque Emmanuel Macron essaye d'entourlouper la population, vous avez vu les gilets jaunes sortir dans la rue et foutre les bordels, excusez-moi du terme, pour le peu, excusez-moi du terme, foutre les bordels pour contraindre Emmanuel Macron à revenir en ordre. C'est ça un peuple. Lorsque les Américains font leur révolution ici pour créer les États-Unis d'Amérique, c'est un peuple qui prend ces décisions-là. Lorsque la France fait sa révolution pour couper la tête au roi, pour créer la République française, c'est un peuple qui fait ça. Le Congo n'a pas de peuple pour la simple raison que même les créateurs de ces pays-là, ce n'est pas le Congolais. Le Congo est né à la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a décidé que cette surface-là, désormais, sera appelée État indépendant du Congo, qui est devenu RDC en 1960, dont nous portons encore le nom aujourd'hui. Maintenant, si nous n'arrivons pas à transformer cette masse populaire-là en peuple, peu importe les miracles que nous aurons à faire, même si Dieu le Père descendait des cieux, il n'y aura pas de changement parce que c'est le peuple qui crée la nation, c'est le peuple qui choisit des dirigeants qui seront au service du peuple, c'est-à-dire et de la population et le territoire. Et lorsque vous regardez le Congo, ce n'est pas ce que nous vivons. La République démocratique du Congo est une surface dessinée dont les frontières sont plus couvertes. Tout le monde peut entrer, sortir quand il veut, prendre, exploiter, qu'est-ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et au niveau de la direction de la nation, de l'État, il n'y a pas un chef qui a cette capacité de dire à haute voix où se trouvent les problèmes et taper les points sur la table, apporter la solution. Nous avons vu avec Paul Kagame, lorsque ils ont fait leur génocide rwandais, lorsque les réfugiés rwandais se sont réfugiés au Congo. Paul Kagame est venu ici aux Nations Unies pour leur dire que les réfugiés rwandais deviennent un problème pour le Rwanda. Si vous n'apportez pas la solution, nous allons prendre nos responsabilités. Et lorsqu'ils ont pris leurs responsabilités, c'était jusqu'au 17 mai en Kinshasa, ils ont détrôné Mobutu pour mettre Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est un chef. Ça, c'est un pouvoir où les gens sont tellement conscients, politiquement parlant, économiquement, matériellement, spirituellement parlant, et ils agissent en conséquence. Le cas du Congo, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi j'ai dit que les problèmes se trouvent au niveau du peuple. Il faut que le peuple prenne conscience de son existence. Et la conscience de l'existence d'un peuple, c'est lorsqu'il reconnaît ses droits et surtout, il se mettre en œuvre ses devoirs. Parmi ces devoirs dans notre Constitution, nous avons l'article 64. La Constitution n'est pas écrite que par des droits. Il y a aussi des obligations. Parce que lorsqu'on dit tout Congolais a le devoir, c'est une obligation. Ce n'est pas un droit. Tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violation de la présente Constitution. C'est-à-dire la Constitution donne ces devoirs-là au peuple. Maintenant, si ce peuple-là ne sait pas mettre en œuvre ces devoirs, comment est-ce qu'il y aura les changements que nous appelons de toutes nos voies? Voilà pourquoi notre travail de conscientisation va dans ce sens-là. Nous allons d'abord transformer la masse populaire du Congo en peuple. C'est-à-dire cette population-là qui occupe la surface qu'on appelle République à démocratiser du Congo, les 100 millions d'individus doivent devenir un peuple conscient de leurs droits et surtout de leurs devoirs. Et pourtant, Zoro Bilel, nous voyons des Congolais aujourd'hui de votre pays d'origine qui pensent qu'il y a un changement qui se passe en ce moment. Ils énumèrent un tas de choses. J'ai eu, pas plus que hier, certains qui m'ont appelé pour me dire ils ont maintenant l'électricité, ils ont l'eau, il y a les routes qui sont en train de se faire construire, il y a un changement. Leur président, M. Tshisekedi, qui a parlé tout haut pour condamner l'attaque de M23 et du Rwanda, et ainsi que les Nations Unies qui ont reconnu tout ça. Tout ça, certains reconnaissent que c'est un changement qui va sur la même voie dont vous êtes en train de dire. Merci beaucoup pour la question, mon grand. Vous savez, nous sommes dans des pays qui sont développés. Moi, ça me sidère toujours d'apprendre que les gens sont heureux parce qu'il y a l'électricité. Les gens sont contents parce qu'on a construit une route, parce qu'on a construit des seaux de moutons. Nous sommes en 2023, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Logiquement, un pays comme le Congo, avec les plus grands barrages du monde, disons de l'Afrique, vous pensez que le Congo, les habitants du Congo devraient payer même l'électricité, manquer d'électricité?
Ces barrages-là existent depuis plus de 60 ans, je dirais 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, vous n'avez pas su électrifier la nation entière. Jusqu'à tel point que lorsqu'il y a l'électricité dans un quartier, tout le monde est heureux. Kinshasa n'est pas le Congo et Gombe encore moins. Lorsqu'on fait des travaux sur la commune de Gombe ou de Ngaliema, ceux qui sont à Bunagana, ceux qui sont à Kiwanja, ceux qui sont à Minembwe, à Rutshuru, ils vont dire quoi? Ceux qui sont dans la forêt équatoriale à l'équateur, ceux qui sont même à Kabeaka, la province, disons, le village natal de Félix Tshisekedi, vont dire quoi? Et lorsque le président de la République fait que, disons pas le président de la République, lorsque l'argent des contribuables, les richesses de la nation fait que le pont, l'électricité, l'investissement soit fait, il ne faut pas attribuer ça à une personne, dire que c'est lui qui a fait ça. Moi, quand vous me posez cette question-là, je vais rentrer vraiment dans des considérations personnelles pour dire que nous avons vécu avec Tshisekedi ici en Europe. Nous savons tous le travail qu'il avait. Et si vous me dites que Tshisekedi a construit, a fait ceci, cela, je vais poser la question où il a trouvé l'argent pour construire, faire ceci, cela. Tshisekedi n'a jamais été millionnaire, dans sa famille encore moins. Vous me direz que Bill Gates a mis de l'électricité au Congo, je dirais oui, c'est Bill Gates. Mais lorsque le gouvernement sort l'argent parce que vous vendez des richesses qui appartiennent à tout le monde, vous n'allez pas attribuer le travail qui serait exécuté à une personne. Il est dans son devoir en tant que président de la République de faire ce travail-là. Maintenant, les changements, il y a un changement, moi je dirais plutôt du côté du narratif. La manière de parler de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui a évolué par rapport au mutisme que nous avions avec Hippolyte Kanamba alias Kabila. Un taiseux qui ne dit rien, vous ne savez même pas ce qu'il pense dans sa tête. Là, nous avons un monsieur qui est capable de dire les choses. Mais je vais répéter ce que la mère me disait une fois ici à Washington. My president don't talk, he just act. Au lieu de parler, agissez. Vous parlez, vous accusez le Rwanda. Le Rwanda occupe avec les M23 Bunagana. Ça fait plus d'une année. Vous pensez que c'est normal de frotter les bras, les mains et dire que c'est les Rwandais qui nous attaquent? Mais Gomaye qui gagne, c'est juste à côté. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. S'ils entrent chez vous, pourquoi vous n'entrez pas chez eux? On traverse bien à pied de l'autre côté. Ça, c'est un chef. Ça, c'est un chef. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens que c'est les Rwandais qui nous attaquent, alors que vous ne mettez pas les moyens pour dégager ses occupants. Le président de la République doit être celui qui est à même de protéger les pays contre les ennemis intérieurs d'abord et les ennemis extérieurs. Et lorsque des pays tierces viennent chez vous pour ramener la paix, vous avez aujourd'hui East African Community qui est là, les Burundais, les Soudanais, les Angolais, tous sont là pour ramener la paix que vous-même, les Congolais, devriez être les garants. Et vous pensez que cette paix-là qui vont vous ramener, c'est quoi les retours? Qu'est-ce que vous donnez en retour que nous posons la question à savoir? Donc moi, je suis sidéré quand j'entends des propos comme ça. Je suis triste parce que je me réalise intrinsèquement que nous avons vraiment besoin de transformer ces peuples-là, cette population-là en peuple, que cette population-là puisse comprendre quelles sont les prérogatives du pouvoir et surtout l'individu qui trône au sommet. Ce n'est pas lui qui fait, ce n'est pas lui qui sort son argent. C'est l'argent de ces peuples-là, à travers les impôts que vous payez, et surtout aux richesses nationales qui nous appartiennent tous, que les pays exploitent. Donc lorsqu'il y a un saut de moutons, lorsqu'il y a de l'électricité, lorsqu'il y a une route qui est construite, hein, ne venez pas nous dire que Tshisekedi a fait ceci, a fait cela. Non, il n'est pas millionnaire. Si vous dites que Tshisekedi a fait ça, montrez-nous le débit de son compte, où il a soutiré l'argent dans son compte personnel qui a permis qu'il construise cela. Donc ça, il faut que ça soit bien clair. Maintenant, c'est une volonté qui n'a jamais existé, qui existe maintenant. La volonté ne peut qu'avoir lieu pour la simple raison que ça fait plus de 22 ans que nous faisons la pression sans nous arrêter contre ceux qui sont au pouvoir. Tshisekedi vient de l'Europe. Lorsque nous avons commencé le mouvement du combattant, il était parmi les combattants qui battaient le pavé à Bruxelles comme à Paris. Donc il sait pertinemment les revendications que nous avons, les revendications que nous tenons déjà. Il essaye de faire de son mieux avec les compétences et avec l'entourage qu'il a. Mais moi, je peux vous dire que lorsqu'il a été candidat, il est venu avec un projet de société qu'il a vendu au peuple. Maintenant, s'il faut remettre en question le pouvoir le pouvoir des actions de Tshisekedi en tant que président de la République, il faut faire la comparaison avec son projet de société. Est-ce qu'il arrive à faire ce qu'il a promis au peuple congolais depuis qu'il est au pouvoir? Il faut qu'il y ait un changement. Les changements, de toutes les façons, le Congo est tombé tellement bas que nous avons la nappe phréatique. En dessous de nous, il n'y a que du pétrole. Tout ce qui est pu arriver au Congo aujourd'hui, ça ne servira qu'au Congo à se relever. Donc Tshisekedi n'a pas d'autre solution que se mettre dans la cadence, non seulement pour assurer son pouvoir, mais surtout
pour empêcher la population, la masse populaire congolaise, de poser de vraies questions par rapport aux problèmes du pays. Et ces vraies questions, c'est ce que je venais de dire là. Lorsqu'il construit un pont, ce n'est pas lui qui a construit le pont. Il est dans ses prérogatives en tant que chef de l'État de faire cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoro Bilal. Revenons un peu, d'abord avant qu'on puisse entrer dans le livre. Notre sujet de cette semaine dans R Show, dans l'émission, c'est comment résoudre les problèmes de s'embouteillage en Afrique. Et certains nous ont appelé de Kinshasa, de Bamako, de Burkina Faso, d'autres pays aussi en Afrique, pour énumérer ces tas de problèmes de s'embouteillage, de ce qu'on appelle ici le trafic. Et juste une question, comme on pose toujours nos questions à nos invités, qu'est-ce que vous pensez de ce problème-là, des embouteillages? Mais le problème des embouteillages, c'est d'abord lié à la saturation de la ville. Kinshasa, c'est une ville construite par les Belges et la ville a été construite pour 2 500 000 habitants. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est plus de 18 millions d'habitants. Donc, c'est comme une voiture qui doit prendre 6 personnes et vous mettez 18 personnes à l'intérieur. Donc, ne vous posez pas la question s'il y a un accident, pourquoi il y a autant de morts et pourquoi vous êtes serrés là-dedans. Il y a un vrai problème d'urbanisation à Kinshasa. Et ce travail-là, c'est une volonté politique. C'est le gouvernement qui travaille dessus. Et pour arriver à améliorer cette situation-là, il faut avoir des gens compétents qui vont proposer des solutions aux problèmes qui se posent. Sauf que les gens qui sont au pouvoir, je parle de Kinshasa, je n'ai pas mazardé à parler de Burkina Faso, de Ouagadougou, comme ça, je parle de mon pays où j'ai la maîtrise. Donc les gens qui sont là, ils n'ont pas les compétences requises pour apporter des solutions. Ici, nous sommes aux États-Unis. Vous êtes mieux placés pour vous témoigner que tous les jours on construit des routes ici. Tous les jours. Mais l'urbanisation ici, à Washington par exemple, c'est une urbanisation qui existe depuis un moment. Mais ça n'empêche pas de construire de nouvelles routes. La ville doit évoluer. La ville ne doit pas rester au même endroit qu'on l'a construite. À un moment donné, les politiques au Congo doivent se décider de vider Kinshasa. C'est-à-dire les gens ne doivent plus habiter ce que nous appelons Kinshasa et créer une autre ville où on va mettre tout le monde le temps de réurbaniser la ville de Kinshasa. Et pour cela, il faut travailler. Et pour travailler, il faut des gens qui ont ces compétences-là. À Paris, par exemple, nous parlons de Haussmann, qui a travaillé sur l'urbanisation. Et cette urbanisation-là, jusqu'à aujourd'hui, les Parisiens en profitent. Et pourquoi nous n'arrivons pas à faire chez nous? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique et surtout de vision. Parce que le chef de l'État n'est pas un Manitou, mais c'est quelqu'un qui doit apporter des solutions. Et pour apporter des solutions, il doit s'entourer des spécialistes dans chaque domaine. Parce que lorsqu'il va parler des problèmes des mines, il doit avoir un ministre des mines qui est balèze dans des questions liées aux mines. Lorsqu'il va parler de l'économie, le ministre de l'économie doit être balèze. Et en dehors de ça, il a des conseillers dans la présidence qui vont lui donner des cartes qu'il va utiliser après. Maintenant, lorsqu'on voit l'environnement proche et éloigné de Tshisekedi et le gouvernement au Congo, un seul compétent, c'est qui? Il n'y en a pas. En commençant par Peter Kazadi qui est à la justice, il voit quoi lui? Un ministère comme la justice, vous avez donné ça à Peter Kazadi. Et vous êtes étonné qu'il y ait des assassinats devant un tribunal, qu'il y ait des kidnappings à Kinshasa, que les mêmes criminels qu'on a interpellés il y a 6 mois se retrouvent en liberté aujourd'hui. Et quand nous parlons de l'économie, c'est qui le ministre de l'économie? C'est Vital Kamerhe. N'est-ce pas celui-là qui a été incarcéré pour le procès de Sanjo? Comment un monsieur qui a ces pédigrés-là peut revenir comme étant ministre de l'économie de budget? La justice l'a acquitté. Les problèmes... Peter Kazadi. Ces criminels-là ont été réarrêtés encore. Justement. Et certains ont été condamnés. Justement, ben la question c'est que vous étiez interpellé. Comment, c'est quoi la magie qui a voulu que vous vous retrouviez dehors? Il y a un monsieur qui a tué sa patronne. Et il l'a enterré dans la maison de la dame. Le monsieur était dehors, alors que tout le monde pensait que ce monsieur-là s'est trouvé en prison. Parmi les kidnappeurs, le monsieur apparaît. Cette question-là, vous pensez qu'on va poser la question au juge qui l'a libéré, ou alors c'est le chef des magistrats, qui est le ministre de la Justice. Sinon, le magistrat suprême lui-même. En fait, il y a ce laisser aller, il y a le manque de rigueur, il y a un manque de discipline à un niveau inimaginable, tellement que les choses se font à la quinoiserie. Mais récemment, Zoro, on est d'accord, vous avez suivi avec nous le président de la République du Congo qui a reconnu qu'il y a un pépin dans son gouvernement, dans son bilan. Il a parlé de la justice et il reconnaît que ça ne va pas dans la justice. Alors quand vous avez déjà un président qui reconnaît cela, c'est déjà un pas. Le problème du président, ce n'est pas de faire le constat du problème qui se pose. On est président pour apporter des solutions aux problèmes qui sont posés. J'ai bien dit tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a vendu un projet de société.
Et parmi son projet de société, il y avait cet aspect judiciaire ou juridique de la conduite de l'État. Maintenant, ce n'est pas à lui de venir se plaindre. Ça ne va pas, ça n'a pas marché. Non, c'est lui le boss, il paraît. Et le boss, il ne vient pas se plaindre, il apporte des solutions. C'est ça être un chef de l'État. Vous ne pouvez pas devenir président de la République et passer toute votre mandature à accuser votre prédécesseur. Messieurs, si vous avez, entre guillemets, été élu par le peuple, c'est parce que vous êtes venu apporter des solutions que votre prédécesseur est incapable de les faire. Si vous passez tout votre temps à charger celui qui est passé, maintenant le futur, on va dire quoi? Ce n'est pas normal qu'un président de la République vienne gendre comme ça devant tout le monde. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, même les conseils législatifs n'existent pas, parce que si nous avions un parlement au Congo qui était conséquent, ce président-là serait convoqué qui s'explique. Parce que le magistrat suprême, c'est lui. Si ça ne marche pas dans la justice, il n'y a que lui qui peut s'expliquer. Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go, ici Roger Muntu, VO Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Jean-Louis, tu suis avec nous notre entretien avec Zoro Bilel de Bantoocratie. Moi je pense que sa philosophie sur le Bantoocratie est intéressant quand même, hein. Quand les Africains se mettent à penser à leurs origines, leur culture, leur philosophie, c'est très très important. Mais une question quand même que j'ai posée à Zoro Bilel, c'est de savoir que faire, comment faire pour qu'il y ait une entente entre eux, les combattants, lui qui en fait partie, et les artistes, les musiciens qui peuvent plus, parce que les musiciens continuent à se plaindre, qui ne peuvent plus prester en Europe parce qu'ils sont empêchés. S'ils peuvent tous s'asseoir, et peut-être avec le ministère de la Culture ou quoi en parler, il a dit qu'eux, ils sont ouverts, ils ont toujours attendu cela. Oui, moi je dirais, le titre de son livre, c'est quoi? C'est la Bantoocratie. La Bantoocratie. Ouais, ouais. Mais dans la culture bantou, la musique est très importante, la culture, etc. et tout. Bon, il y a une manière de... Moi, je crois qu'il y a une manière de faire les choses, de manière à ce que on ne tue pas la chose que nous avons vraiment dans le sang, tu vois. Les Bantous, c'est la musique, on célèbre tout, et bon, il fallait trouver peut-être une manière différente de le faire, hein, en matière des combattants et tout. Je comprends leur combat. Je comprends leur combat, bien sûr. On est tous d'accord que bon, les choses peuvent être changer mieux. Parce qu'on voit, on est dans nos pays ici, on voit que les choses marchent d'une certaine manière. Ouais. La politique, même quand elle est là, elle ne s'investit pas dans tous les domaines, au point où bon, ouais, tout passe par la politique et rien que par la politique, tu vois. Alors, dans la musique, s'ils avaient empêché, par exemple, aux musiciens de prester, bon, il fallait pas seulement viser les musiciens, il fallait aussi viser aussi les footballeurs. Bon, ouais, et si tu te rappelles, on avait eu le ministre Patrick Mouyaya, ouais, qui nous avait dit que cela dérangeait même le gouvernement aussi, et ils essayaient eux de trouver une fin à cette problématique. Mais de toutes les façons, on va continuer à la suite de notre entretien avec l'écrivain du livre Bantoocratie, Zoro Bilel. C'est tout de suite. Zoro Bilel, Ingeta, Solarien, on parle de cet ouvrage, un bouquin vraiment qui... Moi, je suis très content de l'avoir dans mes mains aujourd'hui, la Bantoocratie, qui est une épistème qui œuvre pour la renaissance du peuple sur l'émergence d'un esprit vif capable de renverser l'ordre établi sans passer par 4 chemins. Ça, c'est trop fort. Sans passer par 4 chemins. C'est-à-dire, il faut attraper les taureaux par les cornes et identifier les problèmes et apporter les remèdes idoines pour solutionner les problèmes. Et là, nous parlons d'un problème qui est historique, un problème qui est politique, qui est spirituel et scientifique aussi. Donc, nous, à travers cet ouvrage, nous avons fait des recherches qui nous ont poussés à écrire. Mais dans nos recherches, nous sommes allés chercher les problèmes. Quand je parle de problèmes, je parle des problèmes de nous, des Noirs. En commençant par l'État indépendant du Congo, d'où je suis parti. Donc c'est là où, en fait, c'est la pièce didactique où tout a commencé. Ouais. Donc de là, nous pouvons, en identifiant les problèmes qui se passent au Congo, nous pouvons tout de suite cerner tout le problème qui se passe en Afrique. Et vous pouvez en même temps, par les Congo, comprendre les problèmes qu'il y a dans la diaspora noire dans le monde.
Donc, à partir de ce qui se passe au Congo. Donc, de là, nous sommes allés questionner et l'histoire et la spiritualité. Nous avons questionné la politique et surtout la science. Nous avons découvert où se trouvaient les problèmes et ces problèmes-là ne se situent nulle part ailleurs que dans la tête. Waouh. C'est pourquoi nous avons écrit Bantoocratie. Donc, quand on va disséquer le mot Bantoocratie, ces néologismes-là, Ba, c'est un article, c'est le pluriel. En lingala, quand on dit Ba, c'est comme on dit les. Muntu, en Kikongo, signifie la tête. Donc, comme Muntu, moi je suis un, si c'était Bantu. Toi, vous êtes, pardon, excusez-moi, vous êtes un Muntu. Muntu. Nous, c'est une personne. Vous êtes une tête, un cerveau. Et il y a le troisième mot qui est kratie, qui provient du mot kratos grec, qui signifie pouvoir, qui est même dérivé du mot kraten, qui signifie commander. Donc, Bantoocratie, ce néologisme-là, quand on réunit ces mots-là, ça donne les têtes doivent diriger, les cerveaux doivent conduire. Parce que pour prendre l'avion, venir jusqu'ici, il fallait que des gens travaillent la tête, fabriquer l'avion. Pour envoyer Neil Armstrong à la Lune, sur la Lune, il fallait les cerveaux qui réfléchissent pour fabriquer des bombes, pour attaquer nos ennemis, défendre la nation, il faut les cerveaux. Donc, le problème de l'homme noir aujourd'hui, et en l'occurrence du peuple Bantou Congo, se situe au niveau de l'usage du cerveau. Donc nous n'utilisons pas conséquemment nos cerveaux et en retour nous subissons tous les affres que nous connaissons dans notre histoire. Je reviens sur le problème de l'homme noir aujourd'hui. Le problème là c'est quoi? Le problème c'est la situation de l'homme noir, que ce soit aux États-Unis jusqu'au Congo, n'est pas la situation que nous rêvons. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui sont des Renois, des Noirs je voulais dire. Mais lorsque vous regardez par exemple les milliardaires noirs avec les milliardaires entre guillemets blancs, on voit tout de suite la différence ou des faveurs du système parce que la tonalité de la peau joue aussi un rôle. Maintenant, ma question que j'ai posée à des amis, dans le cadre même de la Bantoocratie, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens pour faire la traduction avec mes collaborateurs qui sont ici, qui sont dans les réseaux de la diaspora africaine. Quand je dis la diaspora africaine, ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent du Congo. C'est aussi des Noirs américains. Voilà. Moi, diaspora, voilà. J'ai posé la question à certains parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns. Je leur ai dit, mais vous êtes des milliardaires ici, vous avez l'argent. Pourquoi vous n'allez pas investir en Afrique? C'est quoi qui vous empêche d'aller construire les écoles, aller construire des industries, aller construire des hôpitaux, mettre ces moyens-là pour développer l'Afrique? Vous êtes plus américain lorsqu'il y a des questions d'oseille, mais quand il faut prendre conscience que vous venez de quelque part, là ça devient difficile. Donc la Bantoocratie a détaillé ces problèmes-là, en commençant par le Congo, parce que nous nous sommes rendus compte que les Congolais passent son temps à gêner, à plaindre, à se lamenter. Mais le Congolais n'a pas réalisé que c'est lui qui devait inventer la nation. C'est lui qui devait inventer le peuple. Et pour faire cette invention-là, c'est par la tête que ça doit passer. Vous avez des leaders d'opinion, vous avez, disons, une intelligentsia qui travaille dans ce pays-là, mais qui n'a pas sémé dans le futur. Ça fait 63 ans que nous sommes indépendants. Et vous allez remarquer que les Belges ont quitté le Congo en 1960 et aujourd'hui en 2023, le Congo vit comme au Moyen-Âge. Les gens sont au stade où nous parlons à manger des rats. Ils mangent des chats, des chiens. Bon, on peut comprendre le niveau à manger, c'est une question culturelle. Mais aujourd'hui, on a quand même la possibilité de prendre de la nourriture décente, ou je voulais dire une nourriture qui est à la disposition de tout le monde. Mais si les peuples arrivent à attraper les rats, les chats et les chiens, c'est parce qu'il n'a pas quelque chose à mettre sous la dent. Mais il y a 60 ans, nos parents, ils mangeaient 3 fois par jour. Alors qu'il y avait les Belges, que nous avons chassés à la faveur de la lutte. Et ce sont ces luttes-là qui sont énumérées. Et surtout, nous essayons de montrer que malgré nous avons eu, soi-disant, nos indépendances, mais en réalité, nous sommes une indépendance. On n'est pas indépendant, nous sommes indépendance. Et nous sommes indépendance à qui? À la communauté internationale. Voilà pourquoi les décisions qui sont prises pour le Congo, c'est l'ONU, c'est la MONUSCO, c'est l'OIA et aucunement les Congolais eux-mêmes. Et ces problèmes-là, quand vous allez au Congo fort à côté, c'est la même chose. Vous allez en Angola, dans toute l'Afrique, tous les pays dépendent de l'extérieur. Même l'Organisation de l'Unité africaine fonctionne avec des subventions provenant de l'Union européenne. Qu'est-ce qui veut que nous soyons aussi dépendants alors que ça fait plus de 63 ans que nous sommes indépendance tcha-tcha? Donc déjà cette notion-là de l'indépendance, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, moi je travaille dans la sémantique, dans la linguistique. Lorsque j'ai dit démocratique, parce qu'il y a la démocratie. Donc lorsque je parle de l'indépendance, est-ce que nous sommes indépendants?
vous serez d'accord avec moi que nous ne sommes pas indépendants. Et là-dedans, nous apportons les remèdes nécessaires qui vont stimuler les cérébrales des... Moi, j'appelle ça les cerveaux de la nation. Pas les cerveaux individuels de moi, Zoro Bilal, ou de vous, mais c'est mon tour. Mais c'est le cerveau, c'est-à-dire l'intelligence de la nation. Et dans cette nation-là, nous, voilà l'intelligence collective. Nous devons arriver à faire l'émulation de l'intelligence. C'est l'intelligence qui va nous sortir de l'ornière. Ce n'est pas des individus, ce n'est pas des Manitou. Il n'y a pas d'homme providentiel pour sauver un peuple, une nation, à part notre propre cerveau. Parce que, je répète encore, pour construire des ponts, il faut les cerveaux. Pour prendre des lois qui protègent les peuples, il faut les cerveaux. Pour fabriquer les armes pour défendre la nation, il faut les cerveaux. Maintenant, le Congo produit quelle arme? Quel est ce pays africain qui est capable de produire sa bombe nucléaire aujourd'hui et bombarder et devenir aussi dissuasif que la Russie? Et pourtant, la plupart des matériaux qui fabriquent ces bombes viennent d'Afrique. Ils viennent piocher en Afrique. Mais c'est ça le comble, le paroxysme même du problème. Comment vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, mais vous n'avez pas ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, parce que vous êtes incapable de transformer même les coltans. Nous sommes incapables de transformer même du pétrole que nous puisons chez nous. La faute à qui? La faute à nous-mêmes. Nous n'avons pas utilisé nos cerveaux. Les autres, ils le font parce qu'ils ont utilisé leur cerveau, ils ont mis les moyens en conséquence pour se doter de matériel, par exemple, disons, des minerais qu'ils ont besoin pour réaliser leurs rêves. Et nous, nos rêves, ils sont réalisés comment? Les rêves de tout le monde est de devenir ministre, pas pour servir la nation, mais pour voler, s'enrichir et partir avec ses enfants vers l'étranger. Personne ne prend la peine d'investir dans l'intelligence, d'investir dans les peuples. Qui sera demain aussi dirigeant de ces pays-là? Donc nous tous là, on rêve de devenir ministrables, députés, parce qu'on nous paye de 21 000 €, alors qu'un professeur d'université gagne $70 par mois. Le comble de la bêtise, il n'y a pas un problème quelque part. Et ce problème-là ne se trouve nulle part à part dans le cerveau, parce que si le cerveau n'arrive pas à poser de bonnes questions, il n'y aura pas de bonnes réponses. Et nous allons continuer à demeurer indéfiniment dans l'ornière où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà pourquoi même le président de la République est capable de venir se gendre devant tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Problème de conscientisation, on comprend, d'esprit. Ce bouquin était un travail tellement minutieux. Et ça, je pense, c'est la première... version. Il y a une deuxième, une troisième qui arrive. En fait, le livre est divisé en 3 tomes. En 3 tomes même. Voilà, ça c'est le premier tome. Et normalement, le second tome, il doit sortir en 2025. Donc, les temps que nous fassions la traduction en portugais, en anglais, et surtout permettre à ce que les gens puissent déjà prendre ça comme outil de combat, comprendre le message et la conceptualisation de la vision que nous avons sur le plan politique, sur le plan spirituel et sur le plan scientifique. Et c'est dans le tome 2 où nous exprimons vraiment notre vision politique par rapport au... C'est énorme, c'est vraiment... S'il n'y a pas eu de développement politique Si, il y a des développements politiques, mais nous avons voulu puiser dans le passé. Ouais. Il faut qu'on comprenne d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé dans les temps, et pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Donc on va disséquer d'abord là-bas, identifier les problèmes. Il faut ce problème-là. J'ai dit sur le plan politique, spirituel, sur le plan scientifique. Je vais dire sur le plan spirituel, par exemple, quelque chose de simple qu'on utilise au Congo, mais qui, à haute voix, dit au monde entier que nous sommes des sujets du roi de Belge. Notre drapeau. Le drapeau de la RDC, c'est un drapeau bleu, de fond bleu, je voulais dire bleu, avec des bandes jaunes et une étoile jaune. Lorsque vous allez regarder les premiers drapeaux de l'État indépendant du Congo, fond bleu, étoile jaune, qu'est-ce qui a changé vraiment réellement entre le drapeau de Léopold II et l'autre actuel drapeau aujourd'hui? Alors que c'est un symbole spirituel qui donne l'identité de la nation. C'est l'identité visuelle même de la nation. Et lorsque l'identité visuelle de la nation affiche clairement la population étant sujet du roi des Belges, comment est-ce que vous allez chanter indépendance alors que le symbole que vous utilisez, c'est le symbole qui fait un clin d'œil à Léopold II? Le drapeau américain, il a un message. Hein? Et ce message-là, c'est que le drapeau, il raconte les luttes et les sangs que les peuples américains ont coulé, fait couler pour construire cette nation. Et dans ce drapeau-là bleu, par exemple, il n'y a rien de Congolais là-bas. Même la couleur bleue, il n'y a rien de Congolais. Donc nous nous sommes inspirés des rébus, je dirais, de la colonisation, de l'esclavage, pour nous tailler notre image. Nous ne sommes même pas nous-mêmes. Nous sommes tout. Nous sommes japonais, nous sommes Yoji Yamamoto, nous sommes italiens, nous sommes Gianni Versace, nous sommes français, Pierre Cardin.
Mais aucunement nous sommes Congolais. Je suis prêt à venir ici me pavaner. Je suis habillé en Yodi Yamamoto, à Mazatomo. Mais je suis incapable de chercher un couturier congolais avec des vestimentaires congolais et dire que voilà, ça c'est nous. Et ça, c'est la conscience. Et la conscience, c'est dans le cerveau que ça se passe. Voilà pourquoi on a appelé Bantoocratie. Et dans le tome 2, nous rentrons vraiment dans la profondeur sur les plans spirituels et politiques parce que l'esprit doit être guéri et les actions politiques doivent assurer le bien-être collectif. Et dans ces actions politiques-là, nous détaillons vraiment les problèmes et surtout nous apportons la solution. Parce que le plus important, c'est pas toujours accuser, mais c'est proposer c'est quoi la solution. Très bonne chose. Voilà. C'est une très bonne chose. Beaucoup de gens disent, voilà, c'est bien de critiquer, mais il faut aussi proposer. Heureusement que nous avons un livre aussi qui propose Bantoocratie, qui vient de Bantou. Ma dernière question, avant de poser une autre question sur ce livre, avant-dernière, c'est de savoir Bantou, qui vient de l'Afrique centrale, peut-être juste dans le sud. Et je pense que vous avez dit, ça représente quand même toute la diaspora noire d'une certaine façon. Mais vous avez d'abord commencé chez vous, chez Bantou. Alors ma question, c'est de savoir comment vous reliez cette Bantoocratie au reste de l'Afrique. Bah, justement, quand nous parlons de Bantou, il y a un problème sémantique en fait. Ouais. Je reviens toujours là-dessus. Moi, je travaille avec la linguistique. Et voilà même pourquoi j'ai expliqué ce que signifiaient les mots Muntu et Bantou. Parce que nous pensons que c'est une race. Quand on parle de Bantou, c'est une race Bantou. Nous pensons que c'est parce qu'on a une couleur de... Non. Nos ancêtres ont dit nous sommes des Bantous parce qu'ils ont fait la différence entre l'humain et l'animal. La différence qui fait que il y a 60 millions d'années, par exemple, les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'ils n'ont pas pu utiliser leur cerveau. Les dinosaures ont régné pendant des millions d'années sur Terre, mais ils étaient incapables de détecter l'astre qui va tomber et qui va brûler la Terre. Mais nous, aujourd'hui, avec le travail du cerveau, nous sommes capables même d'envoyer des sondes pour exploser les astres de là-haut, pour les dévier de leur trajectoire. Et c'est ça même, quand nos ancêtres ont dit nous sommes des Bantous, c'est ce que l'homme blanc a dit après, Homo sapiens. Sapiens, c'est savoir. Homme intelligent. Sauf que l'intelligence, le siège de l'intelligence, c'est le cerveau. Donc nos ancêtres ont dit, nous sommes des Bantous. Et eux, dans l'ère politique, apprendre ce que nous nous mettons en orbite, ils ont créé les Homo sapiens. Sauf que l'Homo sapiens, c'est l'homme millénaire qui règne aujourd'hui. Toi et moi, eux qui partent là, qui marchent, sont des Homo sapiens. Et la différence entre nous et les animaux, c'est le cerveau. Maintenant, lorsque je parle de Bantoocratie, c'est un concept. Ce n'est pas une histoire raciale qui vient discriminer un peuple ou une ethnie. Ça n'a rien à voir des tribus ou machin. C'est plutôt réunir partout où il y a le cerveau. Le cerveau, il y en a au Tchad, il y en a partout où l'être humain se trouve. Donc, Bantou, nos ancêtres parlaient de l'homo sapiens, de l'être humain. Ils ne parlaient pas des groupements ethniques qui occupent les bassins du Congo et une partie de l'Afrique du Nord vers le nord-ouest, je voulais dire, pardon. Ce n'est pas que ça. Là, maintenant, ça s'est tribalisé parce que nous avons apporté le concept, l'origine de l'humanité se trouve chez nous. Donc, nous, les Bantous, quelque part, nous sommes liés à l'origine et au futur. Donc, dans ce sens-là, il faut vraiment comprendre. Et voilà pourquoi j'ai dit, moi, je travaille dans la linguistique, dans la sémantique. Je ne vais pas dire le concept parce que quelqu'un définit un concept. Je rentre dans les mots, j'ai dit Bantou. Ba, ça signifie, c'est le pluriel de mots. Oui. Oui. Moussapi, Oui. Misabi, c'est le pluriel. Ouais. Moutou, Ouais. Batou. Ouais. Donc, Ba, Ouais. Moutou, Ouais. la tête. Gracie, Wow. le pouvoir. C'est un peu ça en fait. Et quand nous comprenons la linguistique, la sémantique, la signification des mots dans leurs origines, comme on dit dans les droits, on a l'esprit de la pensée qui sort après dans le discours qui est diffusé. Et c'est à partir de là qu'on peut maintenant développer. Dans les droits même, on le dit, il faut découvrir, en fait, il faut faire l'exégèse. L'exégèse nous invite à trouver les mots-clés qui donnent le sens de la phrase. Et une fois on a les mots-clés, on définit les mots-clés, nous avons l'esprit de la loi qui est après la loi. Voilà pourquoi quand on parle de l'article 64, je répète tout le temps, c'est un devoir. Ce n'est pas un droit. C'est un devoir. C'est un devoir. Et même ceux qui ont écrit la Constitution dit tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire. Donc c'est-à-dire on oblige aux Congolais de prendre ses responsabilités. On ne dit pas aux Congolais que tu as cette grâce-là parce que tu es Congolais. Non, ce n'est pas un droit. Et ça,
Lorsqu'on rentre dans l'exégèse, on comprend tout de suite l'esprit de la loi et à partir de là, on peut annoncer les couleurs. C'est pareil par rapport à l'article 10 de la Constitution congolaise. On dit que la nationalité d'origine est donnée à toute personne qui est capable de montrer que son ethnie, sa tribu, était dans ce qui est devenu la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. On parle de la nationalité d'origine. Donc moi, en tant que quelqu'un qui travaille avec la sémantique et la linguistique, je pose la question, c'est quoi les mots-clés qui donnent la loi? Nationalité d'origine. Donc il y a deux mots, nationalité et origine. Donc quand je parle de l'origine, on parle du commencement. Et quand je parle de la nationalité, on parle des liens de naissance entre moi et les terres où je suis. Donc, si il faut trouver les liens de naissance entre moi et les terres où je suis et ses origines, je ne pense pas que les origines du Congo, c'est au 30 juin 1960. C'est plutôt le 24 février 1885. Le Congo a été créé à la conférence de Berlin. Donc, si vous voulez donner la nationalité d'origine, il faut passer par la date de la création du Congo. C'est-à-dire toute personne qui est capable de prouver que son ethnie, sa tribu ou son groupement de peuple était dans ce qui est devenu au 24 février 1885 État indépendant du Congo. Et tout ça, c'est un travail que ces leaders d'opinion, ces politicards devraient faire pour faire comprendre au peuple que lorsque nous accusons tout le temps aujourd'hui, le Congo est occupé, le Congo est infiltré. Mais vous êtes infiltré déjà par rapport à votre loi. Vous pouvez retirer la nationalité à certaines personnalités, tout, c'est comme vous voudriez. Mais ils sont arrivés avant 1960 vers leur communauté. Donc ils peuvent prouver la nationalité d'origine avant 1960. Alors que si nous remontons au 24 février 1885, ils sont incapables de prouver que leur communauté était là. Tous les problèmes se trouvent là. Maintenant, la question, les législateurs qui ont écrit ces lois-là, c'était pour protéger les peuples et leurs terres ou alors mettre le Congo entre les mains des prédateurs. En parlant de cette loi-là, que pensez-vous de la loi Tchani de père et de mère? Oh, ça, c'est du populisme, en fait. Ah bon? C'est du populisme pour la simple raison que on veut se faire connaître, se faire voir, on crée quelque chose qui va toucher les sensibilités de la population, d'une frange de la population, et ça permet d'émerger. Mais la réalité, ce n'est pas des pères et des mères. Je peux être une nationalité congolaise de père et de mère parce que ma mère, qui est tchadienne, qui a changé de nationalité, elle est devenue congolaise. Donc, ma mère, elle est congolaise parce qu'elle a changé de nationalité. Voilà pourquoi je parle de la nationalité d'origine. Ce que les gens appellent la congolité. Bon, la congolité a peut-être une connotation péjorative parce que ça passe à l'ivoirité, surtout à une discrimination. Mais bon, pour faire simple, il faut parler plutôt de l'originalité de la nation. De la nationalité, je ne vous le dis pas de la nation, mais de la nationalité. Donc, au lieu de parler de la nationalité des pères et des mères, parlons de la nationalité d'origine. Et quand on va parler de la nationalité d'origine, c'est là où on va partir de 1960 à 1885 parce que l'État indépendant du Congo, l'actuel RDC, a été créé en 1885. C'est ça l'origine du Congo. 1960, c'est comme une femme ou un monsieur qui va se marier à 22 ans. Et vous allez lui demander c'est quoi sa date de naissance, il va vous dire je suis né le jour de mon mariage. C'est à peu près ça, bon. C'est une manière imagée. Et tout ça, là, c'est le travail qu'on fait avec la bantoukratie pour réveiller les consciences des gens, la conscience du peuple. Et moi, je parle du corpus de la nation là-dedans, parce que le corpus de la nation, c'est toutes les populations qui composent, qui occupent les pays, en fait. Et cette population-là, si elle est incapable de disséquer, par exemple, la Constitution, je viens de sortir une subtilité constitutionnelle. La question de la nationalité d'origine. Donc moi, Noël Tchani, quand il vient faire du bruit de père et de mère, je comprends, c'est un politicien qui est dans la logique politicienne. Donc il ramène un slogan, un argument qui va passer comme une lettre à la poste, c'est parce que personne ne prend le temps de disséquer vraiment la problématique qui est sur la table. Moi, quand je parle de la nationalité d'origine, je me réfère à la Constitution, parce que c'est la Constitution qui permet à tout le monde de se mettre, de vivre ensemble. C'est des lois qui nous permettent d'être régularisés et être en règle sur une surface. S'il n'y a pas de constitution, la nation, l'État n'existe plus. Donc, maintenant, si nous voulons parler de la nationalité, soyons conséquents. Donner la nationalité à tout le monde et retirer les termes origine. Pour la simple raison que votre constitution est l'article 10 de la constitution congolaise est une aberration lorsqu'il parle de la nationalité d'origine. Parce que l'origine du Congo, c'est le 24 février 1885. La création du Congo a été faite à la conférence de Berlin. Le 30 juin 1960 n'est pas l'origine du Congo. C'est la date de l'indépendance du Congo. Il faut que ça soit clair là-dessus. Et ça, c'est des choses, bon, ça nous arrive aussi pour la simple raison que ce n'est pas nous qui sommes les créateurs de ces pays-là.
C'est des gens qui ont décidé à des milliers de kilomètres, la création de cette surface où la seule personne qui avait foulé ses pieds, c'est Henry Morton Stanley. Et il y est arrivé juste pour défendre la thèse de Léopold II qui voulait occuper l'État indépendant du Congo. C'est quand même fou, aucun de nos ancêtres, aucun de nos parents n'ait participé officiellement à cette conférence-là et que nous venons crier à haute voix, la RDC c'est le pays que nos parents nous ont légué. Non, nos parents ne nous ont pas légué le pays. Nos parents nous ont légué les terres dont la RDC fait partie. Mais le pays, la RDC, appartient à la communauté internationale. Parce que la conférence de Berlin, en 1919, la conférence de Berlin est devenue la Société des Nations. En 1958 ou 1948, la Société des Nations est devenue l'Organisation des Nations Unies. Et c'est cette Organisation des Nations Unies aujourd'hui qui est garante de l'existence de l'État indépendant du Congo, l'actuelle RDC. Voilà pourquoi vous avez la mission des Nations Unies au Congo pour la sécurisation de cette ère-là. Et ça, c'est des choses, les leaderships d'opinion, les culturels, les musiciens, les politiciens, les professeurs d'université, c'est de droit, et surtout les religieux, c'est le travail qu'ils devaient faire. Le travail de transformer la population en peuple. Voilà pourquoi j'ai expliqué tout ce que j'ai dit se trouve là-dedans. Le peuple congolais n'existe pas encore. Il y a une population qui occupe la surface du Congo qu'on appelle les Congolais. Mais ce n'est pas un peuple, parce qu'un peuple est conscient de ses droits et de ses devoirs. C'est ça un peuple. Au moment où le peuple est conscient de ses droits et de ses devoirs, il n'y a pas un individu qui vient danser sur le nez de ce peuple-là parce qu'il est le président de la République. Ce n'est pas le cas au Congo. Depuis 1960 à aujourd'hui, le président de la République, pour nous, c'est des dieux, des intouchables. Alors que la loi elle-même est capable d'arrêter, d'interpeller le président de la République. Comment ça se fait que nous sommes incapables de faire cette pratique-là? C'est parce qu'on n'a pas encore pris la conscience. Et la conscience, le siège de la conscience, ça se trouve où? Dans la tête. Et la tête, l'organe, l'outil exceptionnel que nous avons, c'est le cerveau. Tout. Voilà pourquoi nos ancêtres ont dit nous sommes des Bantous. Les têtes, les cerveaux. Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VO Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience. God bless. Peace Africa. Vous écoutez RM Show, une émission de Afrique. Jean-Louis Mafema. Oui, les écrivains, ils ont quand même beaucoup à dire quand ils parlent, n'est-ce pas? Absolument, absolument, ouais. Ça, c'est, ouais, il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. Maintenant, si les gens lisent dans l'application. Dans l'application, lire, parce qu'il a aussi mentionné comment les Africains en général ne lisent pas trop ce qu'il a dit. Et il pense que si les Africains pouvaient plus lire les écrivains africain aussi, ça serait pas mal du tout, parce que d'après lui, dans Bantoocratie même, et il a dit, comme on l'a toujours entendu, que l'histoire des Africains, je sais pas qui avait dit ça, serait, je pense que c'est pas Kwame Nkrumah ou c'est un qui avait dit que pas l'africanisme. Que l'histoire d'Afrique, je sais pas si c'est Lumumba même qui avait dit l'histoire d'Africains sera écrite par les Africains. Écrite oui, par bien les sûr, Africains. Ouais. Il faut dire aussi que nous avons un moyen différent de communiquer, de la tradition. On passe la tradition d'une génération à une autre. Oui, c'est vrai, mais l'écrire c'est bien parce que les gens retiennent facilement exactement. Ce qui est écrit. Mais en tout cas, merci beaucoup à Jean-Louis, merci à Lionel Runadira Gaïma, merci à Karl, merci infiniment à Hélène qui nous a aidé aussi côté vidéo. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de RM Show. On se retrouve bien sûr demain dans Country Music. Je vous dis comme d'hab, à nuit porte conseil, have a good night, God bless, peace Africa. Please don't go.